Marie-Blanche Vannet-Rabier, je suis pharmacovigilant au Centre régional de pharmacovigilance du CHU de Besançon. Et donc aujourd'hui, effectivement, les organisateurs m'ont demandé d'aborder finalement ces infections urinaires, mais sous l'angle de la tolérance des traitements qui sont actuellement recommandés. Et je les remercie de leur invitation. Et donc, effectivement, une fois n'est pas coutume, je vais un petit peu développer l'une des premières diapositives du docteur Salmon-Rousseau, puisqu'il a parlé d'efficacité, puis à un moment donné, quand même, il a parlé de tolérance. Donc, je vais développer cet aspect-là. Alors, volontairement, j'ai repris cette news de l'APM toute récente qui est sortie le 11 octobre de cette année sur un essai randomisé, un essai clinique randomisé qui a été présenté sur une semaine d'infection aux États-Unis et qui parlait de l'intérêt de boire davantage d'eau dans le risque de récidive de ces infections urinaires. Pour faire simple, ils ont travaillé sur 140 femmes qui avaient eu 3 infections urinaires dans l'année qui venait de se dérouler. Et ils les ont séparées en 2 groupes. Un dans un groupe buvant un apport de liquide au quotidien classique et un autre supplémenté en apport liquidien. Au final, ce qu'ils montrent au cours de cet essai clinique, c'est que dans leurs résultats, donc 2,8 litres d'eau par jour en moyenne, donc dans le groupe buveur d'eau, réduit le nombre de récidives de cystite de 48% par rapport à ceux, en tout cas aux femmes, qui n'avaient pas augmenté le rapport liquidien. Voilà, tout le titre finalement. Est-ce que ça serait pas intéressant de boire simplement de l'eau? Je suis volontairement un petit peu taquine au travers de cette diapositive introductrice. Ou alors, effectivement, prendre des antibiotiques pour la plupart des cliniciens. De toute façon, vous savez très bien qu'il est difficile de passer au travers de cette prescription. Et effectivement, l'évolution, vous l'avez bien vu, hein, des pratiques, des recommandations a énormément changé sur les 10 dernières années. Le problème aussi émergent lié à la résistance, c'est aussi finalement entre la résistance et la tolérance, eh bien votre cœur de clinicien va fortement balancer. Donc je vais essayer un petit peu de vous apporter quelques éléments d'explication. On va revenir sur une vieille histoire, finalement pas si ancienne que ça, celle de la nitrofurantoïne, et puis on reviendra un petit peu sur des données actualisées de tolérance sur les nouvelles molécules qui sont à votre disposition, et puis on verra, on va prendre le problème à l'envers. Alors, je me suis quand même permis de rappeler l'AMM actuelle de la nitrofurantoïne, puisque les prochaines diapos, je vais revenir un petit peu sur l'enquête de pharmacovigilance autour de cette molécule qui était largement prescrite et qui fait encore partie des recommandations actuelles, bien qu'elle est un petit peu rétrogradée en termes de place. Donc, l'AMM actuelle, c'est le traitement curatif de la cystite documentée chez la femme adulte, l'adolescente, la petite fille à partir de 6 ans, lorsqu'aucun autre antibiotique présentant un meilleur bénéfice-risque, là on peut déjà disserter 1 heure sur cet aspect-là, ne peut être utilisé par voie orale. La durée de traitement, vous le savez, ne doit pas excéder une durée de 7 jours et il y a un certain nombre de précautions d'emploi autour de cette molécule. Si on reprend l'histoire, en tout cas l'historique, autour de la nitrofurantoïne, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ouverture d'enquête en 2005 au niveau de l'AFSAPS, puisqu'à l'époque c'était l'AFSAPS, et qui a mis en évidence effectivement un mésusage important dans les cas de pharmacovigilance qui étaient remontés à l'agence, avec 70% de mésusage, c'est-à-dire non conforme à l'AMM à l'époque.
Et donc effectivement, déjà à ce moment-là, on se rendait compte d'une utilisation au long cours qui entraînait une iatrogénie spécifique et grave. Et la Commission nationale en mai 2005 décide une réévaluation du bénéfice-risque, une première communication auprès des professionnels de santé, notamment autour des précautions d'emploi, des contre-indications et des effets indésirables, hein, c'est les points 4.4 et 4.8 des RCP, et des mises en place d'études observationnelles par les laboratoires, donc sur l'utilisation de cette nitrofurantoïne en France, et puis également une réflexion sur une forme pharmaceutique adaptée à l'enfant. En 2009 et en 2010, effectivement, ce qui a un petit peu peut-être mis le feu aux poudres, c'est la déclaration et la remontée de 3 cas marquants par le réseau de pharmacovigilance, un réseau constitué de 31 centres de pharmacovigilance, donc distribués sur la totalité du territoire français. Et notamment autour de ces 3 cas, 2 atteintes hépatiques, dont une hépatite fulminante qui avait nécessité une transplantation hépatique en urgence, et puis une atteinte pulmonaire. Et si on reprend les données qui sont disponibles depuis 1985, pourquoi 1985? Parce que c'est la création de la base de pharmacovigilance, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment interroger les données de pharmacovigilance en France. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve déjà à l'époque? 578 notifications, donc vous voyez, sur 20 ans, dont 74 correspondaient à des atteintes hépatiques, pulmonaires et immunoallergiques. À l'époque, mes collègues responsables de l'enquête avaient calculé cette incidence annuelle de survenue de cas concernant spécifiquement l'organe foie. On retrouvait un cas pour 68 684 prescriptions, et pour les atteintes pulmonaires, un cas d'atteinte pulmonaire pour 41 245 prescriptions de nitrofurantoïne. Pour l'incidence annuelle, en fonction des durées de traitement, ce que l'on retrouvait, c'est que pour des durées de traitement inférieures à 1 mois, on avait un cas d'atteinte soit pulmonaire, soit foie pour 24 800 prescriptions, et pour des traitements supérieurs à 1 mois, on voit bien que ce taux augmente. Et donc l'incidence des atteintes chroniques pour des traitements supérieurs à 4 mois est entre un cas pour 517 et un cas pour 862 ordonnances émises. Et donc, il y avait eu une seconde lettre aux professionnels de santé rappelant comment on devait prescrire cette nitrofurantoïne. Donc cette lettre de professionnels de santé avait été adressée en février 2011, mais effectivement celle-ci avait fait grand bruit, et ce qui avait un petit peu lancé la polémique, puisqu'en 2011, si on se remet dans le contexte à l'époque, ce n'est pas si lointain que ça, on n'avait pas tant de possibilités thérapeutiques pour soigner ces infections urinaires, c'était vraiment la molécule de choix avec les fluoroquinolones qui était utilisée. Et donc, que dit l'AFSAPS à l'époque sur cette lettre en 2011? Et donc, elle dit de ne plus initier de traitement prophylactique, voilà, chez les patients déjà traités en prophylactique, de mettre en place des mesures appropriées de surveillance, conformément aux recommandations du RCP, d'informer les patients du risque potentiel de survenue d'effets indésirables hépatiques et pulmonaires. Et dans la suite de toute cette importance autour de la prescription de nitrofurantoïne, l'AFSAPS a fait un travail d'épidémiologie sur effectivement l'évaluation du suivi de recommandations par les cliniciens suite aux nouvelles recommandations émises par l'ANSM donc en 2011, et comment finalement cette nitrofurantoïne était utilisée, donc mesure d'impact, après cette lettre en 2011. Et ce poster donc, a été présenté en 2016, et en substance, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il reste encore dans cette évaluation sur 7600 sujets qui avaient une initiation de traitement entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2015, qu'il existait encore 60% d'utilisation non conforme au RCP. Au-delà de cette utilisation non conforme, effectivement, qu'est-ce qu'on a appris en plus autour de la tolérance?
Donc l'enquête a été poursuivie chez nous en pharmacovigilance et au comité technique de pharmacovigilance en septembre 2014, on a étudié l'incidence des atteintes hépatiques et pulmonaires remontées, déclarées par les professionnels de santé au système de réseau de pharmacovigilance. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve on voit dans le petit tableau sur votre droite. Voilà, il y avait une comparaison entre la première partie d'enquête jusqu'en 2010 et ensuite entre 2010 et 2014. On note quand même qu'il y a moins d'atteintes hépatiques à rapporter au réseau des centres et qu'il reste encore un certain nombre d'atteintes pulmonaires. Mais si on compare, puisque là on est quand même sur plus de 20 ans et là sur quelques années, on se rend compte que sur 4 ans, on a encore une notification importante. Il y avait peut-être un biais de notoriété, puisqu'il y avait eu quand même ces alertes de l'ANSM, mais surtout les atteintes hépatiques diminuent en termes de notification, et par contre les atteintes pulmonaires restent quand même toujours déclarées au réseau, et vous avez ici les taux de notification. Ce qu'on retrouve, c'est que les expositions de longue durée existent toujours malgré les recommandations de l'ANSM et que la iatrogénie du coup qui existe, elle est potentiellement mortelle et notamment toujours il existe un retard au diagnostic de ces atteintes hépatiques et pulmonaires. Par contre, au travers des expositions qui sont conformes à l'AMM, on est plutôt sur, en termes de tolérance, des réactions plutôt immunoallergiques, donc des atteintes cutanées classiques que l'on observe avec ce type de molécules. Et donc au final, cette enquête effectivement a donné lieu à plusieurs lettres aux professionnels de santé, en 2006, en 2011, en 2012, en 2014, au travers des différents travaux et des remontées des alertes des professionnels de santé, avec cette dernière lettre ici en 2016, qui rappelait à nouveau que la prescription devait être limitée à 7 jours. Je crois, non, je ne sais plus si je l'ai mis en plus gros. Alors là, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu plus petit, mais c'était surtout ça, les recommandations au niveau de la posologie. Normalement, vous avez tous lu cette reco, mais surtout le traitement limité à 7 jours et plus d'exposition prolongée. C'était vraiment ce facteur de risque-là autour des atteintes pulmonaires et hépatiques. Et en aucun cas de ne plus utiliser cette molécule, mais comme tout produit, comme tout médicament, il y a un bénéfice, il y a un risque, et on doit effectivement essayer de respecter les recommandations de l'AMM dans la mesure du possible. Et donc effectivement, autour de cette histoire, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on a un vrai problème de tolérance lié à la nitrofurantoïne? Certainement, mais comme avec beaucoup de molécules. Un problème de communication? Certainement aussi. On a toujours cette difficulté à accueillir les recommandations des autorités. On a l'impression toujours d'être contraint à quelque chose, mais c'est leur travail, effectivement, d'aborder ces aspects-là autour d'une prescription et du bon usage. Finalement, c'est peut-être un problème à la fois des deux, de tolérance et de communication entre professionnels de santé et avec notre autorité. Et puis peut-être également, puisqu'on constate quand même un certain nombre de pourcentages de mésusage malgré les nombreuses lettres de l'ANSM, et donc on peut se poser la question aussi d'un problème de pratique professionnelle. Voilà, donc vous voyez que, et vous le savez aussi bien que moi, que cette problématique n'est pas simple et que c'est un ensemble de questions qu'on doit se poser, et on verra un petit peu finalement la conclusion de cette présentation. Donc voilà, je voulais revenir sur cette question de la nitrofurantoïne, bien repositionner le problème, et qu'il faut écouter les messages, mais sans finalement effectivement prendre ombrage ou se sentir attaqué par les autorités de santé. Alors si on prend maintenant les autres options thérapeutiques qui sont à votre disposition pour traiter les patients, alors qu'on a un petit peu de choix, malgré des résistances
qui effectivement émergent et qui sont un vrai souci. Mais bon, c'est comme tout. Au milieu de ces options thérapeutiques, eh bien, on a un bénéfice qui est évident, mais le bénéfice ne va pas sans le risque. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est pour ça que j'ai mis volontairement l'exemple du petit gâteau, parce que y a des gens, ils vont manger un petit gâteau et ils vont prendre 10 kilos, et il y en a qui vont prendre plein de petits gâteaux et qui ne prendront jamais un gramme. Et effectivement, c'est l'hétérogénéité de notre population. Et pour les médicaments, c'est la même approche. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes où vous pourrez mettre plusieurs lignes et qui présenteront jamais d'effets indésirables ou très peu. Et il y a la personne, le patient, pour lequel, effectivement, vous allez prescrire une ligne thérapeutique et qui va présenter un effet indésirable grave. C'est un petit peu ce pendant-là que je voulais vous illustrer au travers de ma vitrine d'éclairs au chocolat et de tout type. Il y a l'aspect effectivement financier, c'est pas mon domaine, donc je ne l'aborderai pas, mais effectivement, ça vous le savez aussi bien que moi, c'est quelque chose que vous discutez avec vos pharmaciens régulièrement dans vos centres de travail respectifs. Alors, si on revient effectivement sur cette balance bénéfice-risque, qui fait partie de l'AMM de la nitrofurantoïne, eh bien effectivement, je ne vais pas parler de bénéfices, mes collègues précédemment vous en ont parlé, mais effectivement un petit peu plus là pour vous éclairer sur les risques de ces molécules. Alors, si on reprend finalement la phosphomycine, qui a une AMM, vous voyez, qui est ancienne, qu'est-ce qu'on a actuellement comme données de tolérance disponibles pour éclairer notre décision, bien qu'on voit bien que dans les recommandations qui vous ont été présentées tout à l'heure, cette molécule arrive vraiment en première place dans le traitement des infections urinaires non compliquées. Donc si on interroge, et c'est ce que j'ai fait il y a une semaine, je ne vous ai pas mis la date d'interrogation de la base, mais donc notre base nationale de pharmacovigilance sur phosphomycine en tant que médicament suspect dans la survenue d'effets indésirables, eh bien qu'est-ce qu'on a? On arrive à 209 notifications. Alors, vous allez me dire, finalement, effectivement, 209 notifications, une AMM depuis 1989, ça fait quand même pas beaucoup de notifications. Je modère un petit peu ce chiffre-là, il existe, mais vous savez très bien que notre discipline souffre d'une sous-notification. Donc effectivement, ça donne une image, mais on n'est pas du tout exhaustif sur ce qui se passe dans la vraie vie. Toujours est-il qu'au travers de ces 209 notifications, on a un peu moins de la moitié qui sont des notifications graves, donc c'est-à-dire au minimum qui ont entraîné une hospitalisation pour le patient. Et ce que j'ai retrouvé au travers de ces notifications qui pouvaient peut-être être intéressantes pour vous, c'est qu'il y a des cas de tendinite sous phospho sans forcément avoir d'association à des fluoroquinolones, et puis quelques cas de pancréatite. Et donc ça, ce sont deux effets qui ne sont pas mentionnés dans le RCP de la phospho. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, regardons les chiffres de notre région, pour cette phospho, on a 21 cas enregistrés, dont 12 cas graves. Et donc, ce qu'on retrouve pour notre région, qui me semble peut-être intéressant de noter, c'est qu'on a eu un cas de DRESS et puis un cas de maladie sérique. Et là encore, ce ne sont pas des choses qui sont décrites dans le RCP de cette molécule. Après, classiquement, on va retrouver les œdèmes de coin avec les chocs anaphylactiques qui sont possibles et qui sont connus avec cette molécule. Et au niveau de la NSM, j'ai vérifié, il n'y a pas eu d'alerte de sécurité ou de signal de sécurité concernant cette molécule. Donc finalement, cette molécule est plutôt bien tolérée et effectivement, on se doit de penser quand même à son rôle potentiel dans la survenue de certains effets indésirables. Ça fait partie de sa vie de molécule. Ensuite, concernant le PIV messilina, dont l'AMM initiale date de 1981, donc là vous voyez, c'est encore beaucoup plus anecdotique, c'est-à-dire que dans la base nationale de pharmacovigilance, on a 28 notifications,
16 graves. Voilà, on retrouve quand même la notion de trois hépatites actuellement dans ces notifications. Au niveau de l'agence, donc de la NSM, il n'y a pas actuellement d'alerte de sécurité. Les choses que l'on connaît, c'est qu'effectivement, on sait qu'en précaution d'emploi, on doit faire attention aux ulcérations œsophagiennes avec cette molécule, et puis, bien sûr, aux antécédents de réaction d'hypersensibilité. Du coup, sur 28 notifications, je n'avais pas beaucoup de données à vous apporter en temps de tolérance, mais c'est vrai que finalement, cette molécule est utilisée depuis pas si longtemps que ça, de façon plus active. Voilà, donc je suis allée regarder dans la base de l'Organisation mondiale de la santé pour voir un petit peu ce qui était enregistré au niveau mondial sur cette molécule. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, au niveau épidémio, là, on retrouve essentiellement, effectivement, des femmes qui sont concernées. Donc, on imagine qu'on est bien sur de l'indication infection urinaire. C'est des données brutes dans la base de l'OMS. Et puis, ici, vous avez les tranches d'âge. Donc, on est classiquement entre 20 et 60 ans. Et puis, ici, c'est ce qui est rapporté le plus fréquemment avec cette molécule. Je pensais qu'on verrait un petit peu plus, mais essentiellement, ce sont des atteintes dermatologiques que l'on voit avec cette molécule, avec des éruptions maculopapuleuses, des raches, alors, des nausées, enfin des choses assez classiques. Donc là encore, on est sur une molécule, en tout cas pour l'instant, qui tend à avoir un profil de tolérance plutôt rassurant. Voilà. Mais c'est pas parce que ce n'est pas décrit qu'un effet indésirable de type hépatite ne peut pas survenir avec cette molécule. Concernant le trimétoprime, donc là qui a été quand même assez rétrocédé au niveau de place de choix en termes de traitement, parce qu'on l'a vu avec son impact sur le microbiote. Donc l'AMM, pareil, initial en 1981. Donc là, le trimétoprim, je ne peux pas faire la requête dans la base de pharmacovigilance puisqu'il n'existe pas seul. En fait, donc les données, vous verrez, étaient mélangées forcément avec le trimétoprim sulfométoxazole. Donc je suis allée rechercher les données à nouveau mondiales sur le trimétoprim seul. Donc là, vous voyez, on a un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent. On a 9004 notifications au niveau mondial, avec à nouveau, au niveau démographique, surtout des femmes qui sont atteintes. Les notifications émanent essentiellement de l'Europe. Et donc là, effectivement, on va retrouver les principales réactions qui sont observées avec le trimétoprim, avec ici les principales atteintes, où là, on va retrouver un profil complètement attendu sur des atteintes à nouveau cutanées, des troubles gastro-intestinaux, etc., un petit peu des troubles hémato, mais en tout cas un profil qui est connu avec ce que l'on sait déjà de l'utilisation que l'on fait en France du trimétoprim sulfométoxazole. J'ai trouvé intéressant de vous donner cette information-là. C'est une question que j'ai eue tout récemment par un collègue infectiologue qui m'a posé la question de quelle était l'intolérance du trimétoprim sulfométoxazole au long cours, c'est-à-dire pour des patients qui étaient traités sur plus d'un an, puisque visiblement c'est une pratique qui peut se faire. Et donc c'est pareil, je suis allée faire la requête dans la base nationale de pharmacovigilance en spécifiant effectivement les traitements au long cours avec cette molécule. Et qu'est-ce qu'on retrouve en termes d'effets indésirables déclarés au système? On va retrouver majoritairement des atteintes sur le système hématologique, donc un risque d'agranulocytose, d'anémie leuco-lymphopancytothrombopénie. On a également le foie avec la survenue possible d'hépatite. Sur la peau, des choses attendues avec des dermatites bulleuses, érythème, lupus, syndrome de l'aïeul. Et puis, un petit peu en divers, on va retrouver des syndromes confusionnels, des hallucinations, myoclonie et des hypertriglycéridémies.
Donc voilà un petit peu le profil de tolérance de ce triméthylphénylsulfométhoxazole au long cours, en tout cas enregistré dans notre système de pharmacovigilance. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur les molécules actuellement que vous avez à votre disposition et les données de tolérance actualisées. Donc vous voyez, globalement, c'est quand même rassurant, mais ne pensez pas faussement, par contre, que si c'est plutôt bien toléré, qu'il ne peut rien se passer avec ces molécules. Et je me suis dit que j'allais terminer ma présentation sur un autre aspect peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'envisager. Et donc, d'où cette petite introduction. Si on prenait le problème à l'envers, puisqu'on est aussi peut-être dans une idée de prévention, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas... Je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas un certain nombre de molécules qui pouvaient être prises en traitement au long cours par les patients et qui pouvaient être connues ou impliquées dans la survenue d'infections urinaires. Donc je ne sais pas si vous avez cette notion-là, effectivement, de facteur de risque au niveau médicamenteux, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai fait la recherche dans mes bases, parce qu'effectivement, au niveau biblio, j'ai cherché, mais franchement, je n'ai pas trouvé. Donc, dans nos bases de pharmacovigilance, j'ai fait cette requête-là. Donc là, à nouveau, vous avez une image de la base de l'OMS. Et donc, j'ai fait une requête sur, finalement, qu'est-ce qu'on retrouve comme drogue impliquée quand les collègues codent infection urinaire en tant qu'effet indésirable. Et donc, à nouveau, je vous ai mis des petites données épidémiaux. Donc à nouveau, on retrouve essentiellement le sexe féminin impliqué dans ces infections urinaires, des tranches d'âge inconnues, des cas qui surviennent essentiellement Europe, États-Unis, et on voit ici effectivement les principales classes qui peuvent être impliquées dans la survenue de ces infections urinaires. Et si je mets ça en plus gros, voilà ce qu'on retrouve. Alors déjà, on voit que toutes les classes ATC sont impliquées, avec quand même un prix ici Nobel pour tout ce qui va être finalement immunosuppresseur, et ça on s'y attend complètement, mais effectivement c'est un facteur de risque auquel il faut penser chez nos patients immunodéprimés, mais immunodéprimés par leur maladie, mais également par leur traitement qu'ils peuvent prendre pour traiter justement leur pathologie. Alors si on va un petit peu plus dans le détail, j'ai repris chaque grande classe ATC pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans et essayer de vous donner des choses un petit peu plus pratiques pour votre pratique clinique. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc dans la classe ATC de type A qui concerne les voies digestives et le métabolisme, eh bien effectivement on va retrouver les antidiabétiques. Donc notamment gliptine, prépalglynique, donc le Novonorm. Alors là, on va se dire finalement, on le sait, forcément les patients qui sont traités par des antidiabétiques sont diabétiques, donc sont plus à risque effectivement d'infection urinaire, et comme l'a dit le collègue clinicien ce matin, pas forcément plus grave, mais en tout cas sont plus à risque d'infection urinaire. Donc finalement, c'est pas inattendu de voir ces molécules émerger ici dans les molécules à risque de survenue d'infection urinaire. Je fais une petite parenthèse sur les glyphosines. Les glyphosines, qui sont les inhibiteurs de SLGT2, qui sont un transporteur particulier, qui ont une AMM européenne, mais qui ne sont pas encore commercialisés en France. Les diabétologues les attendent avec grande impatience. Donc ils vont arriver sur le marché, et là, dégainez vos antibiotiques, parce que dans le plan de gestion des risques de ces molécules, liées à leur mécanisme d'action, en fait, puisqu'ils vont inhiber la réabsorption du glucose dans le sang, donc vont augmenter la glycosurie dans les urines, ils sont plus à risque d'infection urinaire et d'infection régionale, vaginale, etc. Donc, il est fort possible qu'avec ces molécules qui vont arriver en France prochainement, on se retrouve avec des patients avec
en tout cas avec un risque d'infection urinaire encore supérieur par rapport à ce qu'on peut voir actuellement dans la population. Et donc là, effectivement, il y a une demande officielle des autorités de santé, aux laboratoires qui commercialisent ces molécules, de voir l'impact sur la microbiologie de ces infections urinaires et des résistances liées à l'utilisation de ces molécules. Ensuite, si on reprend les autres classes ATC impliquées, on va retrouver dans le système cardiovasculaire tous les médicaments antihypertenseurs qui vont jouer sur le système rénine-angiotensine, les inhibiteurs calciques et puis les statines. De façon un petit peu inattendue, on va retrouver dans la classe des anti-infectieux l'adapto et les traconazole qui semblent être impliqués dans la survenue d'infections urinaires. Je ne vous ai pas développé tout ce qui est la classe L, donc antinéoplasique et immunomodulateurs. C'est toutes ces nouvelles biothérapies, les immunothérapies, etc. Et puis les chimios, enfin voilà. Et les immunomodulateurs. Pensez aussi aux patients qui sont sous CEP. Alors déjà, eux aussi, par leur pathologie, sont plus à risque d'infection urinaire, mais les médicaments qui sont utilisés dans la CEP le sont aussi. Dans la catégorie musculo-squelettique, on va retrouver les aliénèses, les biphosphonates et l'allopurinol. Pour le système nerveux, alors ça se comprend assez facilement, c'est le parler par leur mécanisme d'action, antidépresseurs, rivastigmine, mémantine et agonistes dopaminergiques. Donc effectivement, pour toutes les personnes âgées qui peuvent être exposées à ce type de médicaments, voilà, ce sont des médicaments qui sont à risque de pourvoyeurs en tout cas d'infection urinaire. Et au final, dans le système respiratoire, on a, alors là c'est assez particulier, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner, mais il semblerait qu'il y ait un petit focus avec la desloratadine, spécifiquement dans la population pédiatrique. Et puis les anticholinergiques par voie inhalée, donc pensez-y aussi pour vos patients qui sont sous ce type de traitement. Voilà, et donc au final, voilà, je voulais vous dire que peut-être si notre petit cœur balançait au début de la présentation, peut-être qu'il est un petit peu plus équilibré en fin de présentation, et que si on est dans des règles de bon usage, avec un bon message et une bonne écoute, mais à la fois dans le bon message délivré par les autorités, le bon message délivré par les cliniciens, une bonne écoute des autorités et des cliniciens et des microbiologistes, en tout cas tous les professionnels impliqués dans la prise en charge, et puis un petit peu de bon sens clinique, eh bien, on arrive peut-être tout simplement à une bonne prise en charge du patient, et ça je pense que vous êtes à peu près tous d'accord avec moi. Et puis finalement, pour revenir à ma petite diapositive du début, on peut peut-être aussi boire un petit peu plus d'eau. On ne prend pas beaucoup de risques pour le coup à boire un petit peu plus d'eau au quotidien, nous les premiers. Voilà, je vous remercie de votre attention.